Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette toute dernière édition des BOMA Circles en partenariat avec le Huffington Post. Et ce pendant la période du confinement. Oui, on a poussé les limites au-delà de la date du 11 mai pour conclure ce cycle par un ovni artistique. Une performance hybride d'un groupe que nous adorons à BOMA, le groupe Catastrophe. Ils sont musiciens, poètes, performeurs. Vous les avez peut-être découverts à TEDx Paris-Slow en 2017 ou à l'Échappée volée en 2018. À l'heure où on nous parle de plus en plus du monde d'après ou alors du retour au monde d'avant, on va s'intéresser pendant un peu moins d'une heure au présent, à la manière dont nous sommes en train de nous adapter à ces changements qui nous ont bousculés ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, à la façon aussi dont nous bricolons au quotidien toutes les solutions face à cette crise. Le bricolage, c'est le thème de la carte blanche que nous avons donnée à Catastrophe. Mais avant de vous laisser avec eux, je voulais vous dire combien nous avons adoré nous retrouver chaque semaine avec vous et que nous continuerons ces rencontres à la fois libres, ouvertes à tous, avec le Huffington Post, et ce au moins 2 fois par an, peut-être plus si l'occasion se présente, pour à chaque fois des lives surprises. Et pour ceux qui veulent retrouver plus régulièrement les programmes de BOMA, avec le cœur de notre communauté, sachez que le club BOMA se réinvente avec les contraintes de la distanciation sociale pour une nouvelle saison, cette fois-ci en ligne. Le club proposera des rencontres exclusives réservées aux membres, au moins une fois par mois en France, et encore plus régulièrement dans les autres BOMA dans le monde, en Allemagne, au Brésil, en Inde, en Pologne, au Japon, en Chine, même en Nouvelle-Zélande. Pour découvrir le club et participer à la co-création de son nouveau format, je vous invite sur cette adresse fr.boma.global/club. Et pour l'heure, pour conclure ce cycle spécial confinement, je vous laisse avec Catastrophe. Alors, est-ce que vous êtes là, Catastrophe? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. On est là, Michel. Eh bien, c'est à vous maintenant. Merci. Magnifique. Bonjour à tous, déjà. Ouais. Bonjour. Bonjour. Arthur est là aussi. Bonjour. Alors, Arthur, tu voulais dire quelque chose? ces derniers jours, on a constaté avec Catastrophe une pénurie des tournevis cruciformes. Et on s'est rendu compte que le bricolage a été réhabilité. Eh oui, c'est vrai. Et partout, on voit des gens qui essayent de réinventer comme ils peuvent des nouvelles formes avec les moyens du bord. Et on voit que les choses recommencent fragilement en dehors des chemins classiques. Et je crois que c'est pour ça que Carole... Oui, tout à fait. On voulait vous parler du bricolage à travers quelques anecdotes dans l'histoire de Catastrophe qu'on a vécu de bricolage et qui nous ont amené à des idées qu'on va vous exposer. Voilà. Et on pense que le bricolage est un bon outil pour recommencer après ce confinement. Un bon outil de résilience en fait. Quand les choses s'écroulent, quand les choses fonctionnent pas comme on aurait cru qu'elles fonctionnaient, on peut toujours bricoler. Et comme on n'avait pas envie de recommencer tout seul et que les autres nous ont cruellement manqué pendant ce confinement, on a invité des amis qui vont égrener notre vidéo, des amis artistes tous très talentueux et très bricoleurs. Et ils vont nous confier leur point de vue sur le bricolage, comment il influe sur leur vie, leur art. Et voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Let's go, guys. Faire d'abord faire. Alors on a... dans l'histoire de Catastrophe, on a d'abord essayé tout un tas de trucs. On avait commencé en 2016 par faire un opéra pauvre dans un squat. Il y avait ce qu'on avait appelé une machine à fabriquer du sublime, fabriquée à partir d'un vélo et de 2 parpaings. On a réalisé notre premier clip avec 500 €, clip de partie de My Pussy, 500 € en une demi-journée, des gens tenaient des draps, des hommes peints en blanc se portaient les uns les autres. On a organisé une série de rendez-vous aussi chez Madame Arthur, c'est un ancien cabaret transformiste. Les spectateurs devaient nous montrer une carte à jouer pour entrer.
Et à chaque date, on changeait complètement de tenue, on changeait tous les morceaux, enfin on essayait de tout changer, tout réinventer. Donc ça demandait beaucoup de bricolage. On a découpé des robes dans des couvertures de survie, on a dansé sur 3 mètres carrés de large, on imprimait une revue différente par soir, tout se faisait dans l'urgence, un peu comme on pouvait, avec les moyens du bord. Et au début c'était un peu étrange parce qu'on reconnaissait pas tout à fait ce qu'on faisait. C'est une chose étrange avec le bricolage, c'est comme si ça nous débordait. On avait l'impression qu'on contrôlait pas nos gestes, qu'on bougeait la main droite et en fait c'est le genou gauche qui se mettait à bouger. Enfin, on avait l'impression de pas être maître à bord, quoi. C'était jamais comme on l'avait imaginé, c'était bizarre, c'était galvanisant, c'était vraiment très épuisant. Mais on continuait à faire ça, on continuait à imaginer des choses et à bricoler parce que chaque fois, on avait l'impression de faire un peu mieux que la fois précédente. On avait l'impression malgré tout d'avancer et on se disait que de toute manière, il fallait bien commencer quelque part. Et si on n'avait pas commencé là, on ne serait jamais allé nulle part. Hashtag. L'erreur, propre aux artistes, est de croire qu'ils trouveront mieux en méditant qu'en essayant. Mais le métier et la nécessité les détournent d'une voie où il n'y a rien. Ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on le découvre. Cette idée est que l'inspiration se monte dans le travail même, qu'au lieu qu'à mesurer d'avance un sujet, une idée, une thèse, on n'aperçoit que le désert de la pensée universelle. J'adore cette citation d'Alain et je crois que c'est une idée assez belle que j'ai compris quand j'étais enfant en fait. Que en fait ce qu'on veut faire, c'est en faisant qu'on le découvre. Ça paraît bête mais autour de nous, on voit beaucoup de gens en fait qui sont bloqués parce que tout simplement ils n'osent pas commencer avant que les conditions idéales soient réunies et donc ils commencent jamais. Et ça c'est dommage parce que voilà, pour avoir fait, il faut d'abord commencer par faire. Le frisson de l'amateur. On est parti tourner le clip d'une de nos chansons du premier album, Phoenix, en Pologne, à 600 km de Varsovie. Avec un petit budget, encore une fois, c'est les débuts du groupe et c'était au milieu de nulle part. On logeait en fait chez un vieux Polonais, on logeait dans son jardin dans des tentes et lui avait une maison avec un très très grand terrain sur lequel il y avait plein d'animaux. Il y avait notamment un chien qui s'appelait Poutine. Parce il parlait russe, il était russe je crois en fait. Et un chat. Il y avait des poules, des biches, albinos. Son chat il s'appelait Trump. Exact. Ouais. Exact. Il était borgne, son chat. Et des fois, on voyait le propriétaire qui faisait des balades avec sa fille dans sa brouette. C'était assez beau à voir. Ouais, il avait une petite fille, enfin une fille en bas âge qui promenait dans une brouette et de temps en temps on le croisait, il nous offrait un verre d'un alcool maison hyper fort qui nous défonçait la gorge. Mais ce qui était le plus impressionnant sur son domaine, c'est qu'en fait il avait construit des espèces d'immenses structures en métal, des moulins à vent en fait, qui servaient à alimenter sa maison en électricité. Donc en fait il était quasiment en autosuffisance complète. Et c'était hyper impressionnant pour nous et je crois que ça nous a contaminé en fait ce bricolage et c'est pour ça qu'on a je pense trouvé autant de solutions sur ce tournage. Par exemple on avait besoin de tourner dans un désert donc on est allé pour simuler le désert on est allé dans une carrière de sable de Lafarge et on a pu tourner une vingtaine de minutes. Être en urgence parce que c'était évidemment interdit, il y avait des camions qui arrivaient et qui allaient nous demander d'arrêter et donc on tournait vite avec un sentiment d'urgence et en fait c'est peut-être les images les plus belles qu'on ait fait parce qu'on était obligé d'être intense d'un coup. Et la voiture de la sécurité a fini par s'arrêter parce que je pense qu'ils étaient très intrigués par le tournage et à nous laisser un tout petit peu plus de temps pour tourner avant de nous dégager. Enfin voilà, on a accroché des néons dans les arbres, dans la forêt et il y avait un super grand lac devant la propriété sur lequel on voulait absolument tourner des plans et le propriétaire avait une petite barque à moteur sur lequel on voulait tourner quelques plans où Blandine et moi on chantait. Donc il fallait qu'il y ait 4 personnes dans cette barque, Blandine, moi, le cadreur, chef opérateur qui tenait la caméra, qui était sans doute ce qui coûtait le plus cher sur le tournage, et le réalisateur qui en gros tenait un réflecteur pour faire l'éclairage. Et le problème c'est qu'il fallait bien que quelqu'un conduise le bateau et que la personne qui conduisait le bateau ne pouvait pas être les gens qui tenaient la caméra et
bon, pour X raisons, ça ne pouvait être que moi. Or, j'avais jamais fait de bateau de ma vie et je pouvais absolument pas conduire ce bateau. Et donc, il a fallu que j'apprenne en urgence, en un jour, quoi. Donc, j'ai essayé de faire un apprentissage hyper rapide. Et il y avait une difficulté supplémentaire, c'est que en conduisant le bateau, enfin, je conduisais le bateau de la main gauche et de la main droite, il fallait que je tienne un fumigène pour X raisons dans l'image. Et donc on était là avec ce qui coûtait plus cher sur ce petit bateau, vraiment prêt à tomber, et avec juste un espèce de sens du bricolage extrême. Et voilà. Sachant que la fumée du fumigène est évidemment arrivée dans nos yeux, ce qui rendait la navigation encore plus difficile. Et je me souviens de cette barque allant de gauche à droite avec cette caméra qui coûtait hyper cher. On se disait putain, pourvu que ça marche, et ça a marché. Et c'est un truc qui est important pour nous dans Catastrophe. De se dire que quand on ne sait pas faire quelque chose, quand on a besoin de quelque chose et qu'on ne sait pas le faire, au lieu d'abandonner l'idée ou de demander à quelqu'un qui sait le faire, tout simplement de l'apprendre, quitte à ce que le résultat soit un résultat qui relève de l'amateurisme, mais on aime bien cette vision noble de l'amateurisme, qui est vraiment pour le coup une vision et un rapport au monde qui est assez naïf, parce qu'en général un amateur ou un débutant comme il ne connaît pas les règles, il les transgresse, et il a un regard un peu d'enfance en fait, peut-être. Donc c'est ça qu'on essaie de retrouver, l'âme de l'amateur, je pense, ouais, en Catastrophe. Il y a une vidéo de Quentin Dupieux, le réalisateur, qui parle du frisson de l'amateur, et il dit que lui, dans chaque film qu'il fait, il essaye de vraiment se mettre en difficulté, de tourner avec une caméra qu'il a jamais vue, de se mettre des contraintes impossibles à respecter, pour en fait éprouver aussi la sensation de devoir faire au mieux et de devoir je sais pas comment finir ma phrase, mais en tous les cas, c'est ça, le frisson de l'amateur. Ouais. Et quant à moi, ça me fait penser à un mot qui n'existe qu'en japonais. Non, mais c'est un mot très très beau. C'est Datsuzoku. Et en fait, ça veut dire oublier ce qui a été appris, désapprendre toutes les connaissances qu'on a accumulées au cours d'un long apprentissage, et pour retrouver en fait cette spontanéité de l'amateur. Donc voilà, Datsuzoku. Très joli mot. Enjoy the process. Bonjour, je m'appelle Thomas Lévillane, je suis artiste peintre et donc je fais des peintures, des aquarelles, des fusains. Et quand on fait de la peinture comme moi, d'un coup on a un grand rapport au bricolage, pour la simple et bonne raison que le bricolage, c'est faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec des matériaux. Et là, par exemple, pour la peinture à l'huile, le but du jeu, c'est d'utiliser des tubes de peinture, c'est-à-dire des pigments mélangés avec de l'huile, et arriver à les mettre sur la toile comme ça, pour essayer d'en faire une autre forme, pour faire rêver la matière. Ce qui m'intéresse avec le bricolage, c'est qu'en fait, on ne peut pas arriver à ce qu'on veut. On ne peut pas avoir de désir précis, avoir un projet où on va arriver à cette chose-là. Le résultat, l'œuvre, ça va être une tension entre ce qu'on voulait faire et ce qui a pu se faire avec la pauvreté des matériaux que j'avais. Donc, par exemple, ça peut être une distinction entre l'artisanat et l'art. C'est que l'artisan, il sait où il va, il a des protocoles bien sûrs et bien certains, et il va jusqu'au bout, et voilà, il connaît le résultat avant d'avoir commencé, quoi. Là, l'art, ou enfin en tout cas la peinture, le plaisir, c'est d'abord de ne pas savoir où on va, de se laisser plonger dans le truc et d'essayer de pousser au maximum, enfin en tout cas moi j'essaie de pousser au maximum à faire jouer cette matière, quoi. Voilà, l'autre chose qui m'intéresse dans le bricolage, c'est qu'évidemment d'un coup la chose devient vivante. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on voit bien que la médecine n'est pas une science, mais que c'est au contraire un art. C'est-à-dire que d'un coup, on joue avec les effets du réel, et donc on fait comme on peut, avec les moyens qu'on a. Et là, c'est un peu la même chose dans cet art-là, c'est-à-dire un art très matériel, très matérialiste. Donc par exemple, tout compte. Ça peut être du scotch qu'on va mettre autour du tableau pour pas que les couleurs se voient après, jusqu'à la qualité de la texture de la marque du tube de peinture, jusqu'au pinceau, jusqu'à la toile, comment elle va absorber ou pas la matière. Voilà, donc c'est vraiment une science, c'est un art du réel, quoi. Et donc, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est qu'il y a un côté très humble, parce que quand on joue avec du réel, et dès qu'on a un rapport au réel, on est très vite humilié par
par ce que c'est que cette matière. Et donc pour rendre tout ça vivant, c'est vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de désir pour arriver à un résultat qui soit un peu satisfaisant, quoi. Alors si je donnais un exemple, par exemple, qui m'est arrivé récemment, de bricolage un peu à échelle presque industrielle, c'est j'ai fait un fusain géant qui faisait 3 mètres sur... Non, 4 mètres sur 3 mètres sur 4, voilà. Et l'idée, c'était de dessiner juste une forêt, hein, le Bosco de la Villa Médicis. Et donc là, j'ai fait vraiment très humblement tous les petits rayons de lumière et tout ça de la villa avec un fusain. Donc le fusain, c'est du bout de bois brûlé que j'ai adapté, que j'ai posé tout simplement sur la toile. Et pareil, là, d'un coup, comme la toile est très grande, il fallait que j'ai un escabeau, il fallait que j'ai un petit système quand même de mise au carreau pour arriver à fabriquer mon dessin. Et après, j'avais tous les inconvénients du fait que ça soit très très grand, donc j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider, pour le mettre à plat, et après pour le fixer, ça j'ai inventé une technique par exemple de fixation. Donc inventer une technique, c'est quoi? C'est en rater plein, et rater tout le temps, et après peu à peu on comprend comment ça marche. Et donc là, par exemple, moi, je fixe mon dessin en pulvérisant du fixatif liquide directement sur la toile, en grande quantité, et ce qui fait que j'ai des noirs plus denses et un effet un peu flou au résultat. Et ça se fait voilà, un peu au hasard, c'est-à-dire que j'aurais pu aussi rater complètement mon dessin et que tout ça soit à mettre à la poubelle. Voilà, c'est une prise de risque et je ne connaissais pas le résultat avant de l'avoir fait, quoi. Voilà. Et ça, c'est une joie aussi de l'art, c'est d'arriver à cette chose-là où on ne maîtrise pas tout, quoi. Voilà. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, que ça soit vivant. Si je pense à des exemples d'artistes comme ça qui bricolent, évidemment, je penserais à tous les artistes, parce que ça soit les plus grands ou les plus petits, on se fait tous avec ces matériaux un peu primaires de base. Évidemment, ça commence à Lascaux avec des pigments je sais pas, de noir d'ivoire, c'est-à-dire de l'os calciné ou de la terre tout simplement pulvérisée sur les murs. Mais ça peut être aussi notre Michel-Ange qui fait la chapelle Sixtine et d'un coup il est obligé d'avoir un échafaudage tellement grand qu'il se casse le dos à dessiner, elle s'en recule à 70 cm de sa surface. Ou je pense aussi par exemple à Gustave Courbet qui a peint l'enterrement à Ornans. Et en fait, il a fait ça dans le grenier familial de sa maison. Et le tableau est tellement grand, je crois qu'il fait 3 mètres sur 6 mètres ou quelque chose comme ça. Le tableau est tellement grand qu'il a dû le faire en morceaux et enrouler peu à peu le tableau peint. Voilà. Donc il n'a jamais vu le tableau fini avant de le finir, quoi. Voilà. Il l'a fini et après il l'a ramené à Paris. Et c'est à ce moment-là qu'il l'a vu déployer. Mais avant, il n'avait pas vu le tableau fini, quoi. Donc ça, c'est des genres de choses que je trouve assez émouvantes. De se dire que tout le monde fait un peu comme il peut avec les matériaux, quoi, avec la dureté du réel. Et voilà. Et sinon, je pense aussi à un artiste contemporain qui s'appelle Laurent Proulx, qui est un peintre, qui est un peintre que j'aime beaucoup, et qui, lui, fait des petits montages, des petits collages comme ça sur des carnets, et ensuite les retranscrit sur des grands tableaux. Et ce qui est beau, pour moi, c'est le côté très intégrateur de l'hétérogène de la peinture, c'est-à-dire que ça peut venir de plein d'endroits différents, de plein de textures différentes, de plein de rapports au réel différents, c'est-à-dire ça peut être de la BD comme de la figuration très forte, et il arrive dans un seul tableau à avoir toutes ces figures hétérogènes qui deviennent homogènes dans le tableau, quoi. Dans une espèce de rire un peu... il y a quelque chose d'ordre de rire un peu grinçant que je trouve très réussi dans ces tableaux, quoi. Voilà, je pense que j'ai dit des trucs. Thomas Lévillane, c'est un peintre qu'on estime beaucoup parce qu'il est aussi précis dans sa manière de parler de son travail que dans son travail. C'est vraiment un maître de précision, de patience, et il est très humble dans sa manière de travailler dans l'ultra détail. Et il donne une idée, avec ce qu'il fait, il donne une idée de la vie assez haute, et une idée de la vie dont on espère un jour être à la hauteur. Donc voilà, on était très contents de l'entendre nous parler du bricolage. Moi, 3 semaines après le début du confinement, la rupture de tournevis cruciforme dont parlait Arthur au début, je l'ai expérimenté. Parce que j'avais envie de faire de la musique tout simplement. Et donc il fallait que je branche mon micro à mon ordinateur, mais pour ça il faut passer par une espèce de petit boîtier qui s'appelle une carte son. Et en fait ma carte son ne fonctionnait plus, il y avait du bruit, du souffle, parasite.
Et j'en ai conclu qu'elle avait pris la poussière. Et donc pour la dépoussiérer, il fallait que je l'ouvre. Et pour l'ouvrir, il me fallait un petit tournevis cruciforme que je n'avais pas. J'avais soit des gros tournevis cruciformes, soit des petits tournevis plats. Et donc j'ai fait 2 monoprix, plus de tournevis cruciforme. Donc c'est là que je me suis rendu compte que tout le monde avait évidemment eu l'idée de bricoler aussi en confinement. J'ai tout essayé, la pièce de monnaie, le couteau, le petit tournevis plat, ça ne fonctionnait pas. Et j'ai fini par trouver une astuce sur internet où en fait il s'agit de brûler le manche d'une brosse à dents et de la mettre encore chaude dans la vis. Et elle prend la forme de la vis, de la vis cruciforme. Et ça a fonctionné. Voilà. Et, petit tips pour vous, les auditeurs. Et je trouve que fabriquer ses propres outils, en plus d'être très gratifiant, je trouve, fait envisager les problèmes qu'on a comme des énigmes à résoudre. Et il y a quelque chose d'assez ludique là-dedans. Et ça me fait penser à une autre anecdote de catastrophe. À Munich ? À Munich, tout à fait. Ah oui. À Munich, oui. Tu veux nous raconter ça? La perche télescopique. Oui, c'était la fameuse perche qu'on avait fait. Tout à fait. Je me souviens, à Munich, c'était un temps un peu étrange puisqu'on avait été invité par le théâtre de la ville pour réaliser un peu notre lecture de mai 68. Mais pendant tous les temps où le théâtre était occupé par les autres compagnies, on était assez désœuvrés, on s'ennuyait ferme. Et en voyant toutes les statues qui peuplaient la ville de Munich, on s'est dit qu'on voulait les faire parler. Alors on a fait des grandes pancartes, on était dans les ateliers, on avait tous les outils à portée de main. Et on a fait des pancartes où on écrivait des phrases en français, en allemand, et une gigantesque avec marqué juste ha ha ha. Et on s'est dit qu'on voulait faire rire une statue. Et oui, c'est une statue particulière, non? Ouais, il y a une statue qui nous intéressait beaucoup. C'était la statue de Maximilien Joseph, le premier empereur de Bavière, et dont le bras auquel on voulait accrocher la statue, elle devait être à au moins 10 ou 12 mètres. Donc on pouvait pas l'escalader, c'était glissant au possible, ultra dangereux et tout. Donc il neigeait, ouais, en plus. Ouais. Et on a fabriqué une perche en fait avec tous les bouts de bois qu'on a trouvés, qu'on a mis bout à bout, qu'on a scotché, et on a dû à plusieurs en fait réussir à lever la pancarte et à l'accrocher sur cette statue, quoi. Ça a été une entreprise assez rocambolesque. Mais finalement, on y est arrivé et pour moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs. C'était vraiment un moment de joie absolument inoubliable. Et quelques jours plus tard, Carole est repassée devant le théâtre et il y avait une grande nacelle qui était manipulée par des employés de la ville avec un énorme camion. Et ils avaient mobilisé toute une équipe de la ville pour enlever cette pancarte ha 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 qu'ils ont retirée en 10 minutes. Et voilà, je pense que quand on n'a pas de nacelle ou de tournevis cruciforme, mais du désir et de l'imagination, eh bien il y a un chemin qui s'ouvre. Et c'était trop bien, c'était trop un bon souvenir. Prendre des risques. Bonjour à tous, ici Pauline, alias Pyjama, alias Jean-Michel Blanquet. Aujourd'hui, je vous parle du mot bricoler. J'y ai été invitée par le groupe Catastrophe et comme je les aime beaucoup, j'ai dit oui. Alors, bricoler. Quand on répète le mot plusieurs fois, on pense à toutes sortes de choses étranges. Selon Larousse, c'est même un mot familier. Ça ne me surprend pas du tout. Pour moi, bricoler, c'est la version maladroite de construire, la version un peu ratée de bâtir, la version augmentée de rafistoler. Le bricolage n'a pas de règles. Il suit son propre mode d'emploi, qui est d'ailleurs souvent jugé chaotique par ses rigides confrères. Quand on est bricoleur, on est plutôt fleur que caillou, plutôt feuille de papier que machine de guerre. Dès l'enfance, le bricoleur s'accommode avec les matériaux qu'il possède. Puis, le bébé bricoleur grandit, se construit, s'écroule, recommence jusqu'à prendre une forme d'humain à peu près stable. Même s'il essaie de se fondre dans la masse, le bricoleur a souvent un vice de travers. On dit un vice ou une vis, je ne sais pas. Une vis de travers ou un scotch qui dépasse. Il arrive qu'on voue des vertus de courage au bricoleur. On le pense malin, amusant, alors que le bricoleur, lui, le sait, il n'a pas d'autre choix pour survivre. Le bricoleur embrasse les imperfections, il détourne les lignes droites et vole au-dessus des ronds-points sans trop savoir où aller. 2.
Oui, parce qu'avant, c'était la question 1. Question 2. Citez-nous un cas pratique de bricolage. Alors, moi, ça fait à peu près 15 ans que je dessine. Alors, je commence à maîtriser un petit peu, mais je bricole toujours. Mais en tout cas, j'ai toujours moins les mains qui tremblent quand je dessine que quand je fais de la musique. Parce qu'en matière de musique, je suis un sacré bricoleur du dimanche. En musique, j'y connais rien, alors je bricole. Voici le mode d'emploi. Je transpire. 1. Je trouve une mélodie étrange ou précieuse. 2. Je trouve des mots qui me plaisent, des mots qui sonnent bien, des mots que j'affectionne. 3. Je possède environ 4 ou 5 accords de guitare et de piano. Je les prends tous et je les mélange. 4. J'ai besoin de beaucoup d'images. Je me souviens, j'imagine, j'invente et je mélange tout, encore une fois. Ensuite, j'appuie sur tous les boutons comme une sorte de pilote d'avion bourré. Ou alors, question numéro 3. Les bricoleurs et les bricoleuses qui m'inspirent sont nombreux. Seulement j'ai décidé d'en choisir que 3, sinon la vidéo sera trop longue et vous la regarderez pas et ensuite je n'existerai plus et je mourrai. Premier bricoleur que j'ai rencontré dans ma vie, c'est mon papy, Michel. Meilleur prénom, meilleure personne. Michel, il sculpte, il écrit, il filme, il fait plein de choses. Ensuite, récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui était une sorte de couteau suisse aussi, il s'appelle Kim Gianni, et il fait des dessins et de la musique. De la peinture, des expositions, des cassettes, il fait plein de choses. Alors j'aime bien. Et ensuite, j'ai une autre artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Misaki Kawai. C'est une artiste japonaise qui est rigolote et je crois qu'elle habite à New York. Alors comme souvent, il faut une conclusion aux choses. Ouvrez les guillemets. En ce moment, tout ce qu'on avait construit, virgule, les bonnes et les mauvaises choses, virgule, se casse la gueule. Mais il nous reste les bricoleurs et les bricoleuses et toutes leurs idées farfelues. Alors bon courage, alors bonne journée. On adore cette fille, Pauline, qui s'appelle Pyjama, en vérité, ou l'inverse. Enfin bref, on adore cette fille. Il y a quelque chose de très enfantin chez elle, mais dans le sens le plus appréciable du terme, c'est-à-dire qu'elle est pleine de créativité et qu'elle a pas l'air de discriminer ses idées. On a l'impression qu'elle a plein d'idées en permanence et qu'elle les accomplit comme elles lui viennent, comme font les enfants. Et c'est justement une histoire d'enfant qu'on voulait vous raconter. En fait, on a fait un morceau avec Catastrophe, avec 80 enfants des quartiers nord à Marseille, où on a été pendant une dizaine de jours. Et on nous avait proposé de faire des ateliers avec des enfants. Le chantier des Franco, Folie, de La Rochelle, nous avait proposé de faire ça. Et on trouvait un peu triste de faire des ateliers de musique pour de faux, de leur faire de la musique, mais en fait nous-mêmes de pas le prendre tout à fait au sérieux et d'être peu exigeants artistiquement, ça nous semblait un peu triste. On se disait qu'il y a sans doute moyen de faire quelque chose avec les autres et d'être aussi exigeants, nous, par rapport à notre propre projet. Et donc on s'est dit, et si on essayait de faire un morceau de A à Z, avec ses enfants, avec 80 enfants, si on essayait de le produire, d'aller jusqu'au bout, de le mixer, de faire un clip, de faire des photos, d'essayer de l'envoyer à des radios, enfin de faire les choses sérieusement. Un vrai featuring, quoi. Un vrai featuring, ouais. Et donc on s'est dit qu'on allait faire ça, on avait expliqué ça aux enfants, ils étaient hyper chauds, enfin ils voulaient faire 1 million de vues aussitôt, bien sûr. C'était leur grand objectif, le million de vues. Objectif. Et donc ça, on a communiqué un peu avec eux à distance. Et puis en fait, quand on est arrivé, le premier jour, ce qui nous a frappé, quand on est arrivé dans les locaux pour faire le featuring avec eux, c'était leur énergie. En fait, on a vu 80 boules d'énergie nous arriver dessus. Et on s'est dit, ah ouais, ça va peut-être pas être aussi évident, parce qu'on avait pensé un peu abstraitement les choses. Et en fait, soudain, il y avait une sorte de vitalité hyper forte qui nous arrivait dessus. Et au début, donc, ça nous a surpris. Et puis en fait, peu à peu, en les observant, on s'est dit que cette énergie complètement folle qui débordait était aussi une manière pour nous de réapprendre peut-être à faire de la musique et à faire des choses. Quand on les regardait, on se disait mais c'est drôle, ils ont l'air d'être prêts à tout faire, d'être prêts à apprendre ce qu'ils savent pas faire, à apprendre à faire du rythme, à faire du beatbox. Ils étaient prêts aussi à monter. Par exemple, si on leur disait que pour une photo on voulait monter sur un arbre, et ben ils se mettaient à grimper sur l'arbre. Ils étaient prêts à prendre tous les risques. Avec un peu trop de vitalité d'ailleurs. Ils avaient une sorte de goût du risque, de goût de l'apprentissage assez inextinguible. Et ça a réveillé quelque chose chez nous. Et du coup, on est allé au bout de cette affaire, on est allé au bout du morceau, grâce à ce regard
réveillé, sans doute. Et en fait, le morceau a même été plus loin que ce qu'on aurait imaginé. Il est entré en playlist sur Nova. Des enfants l'ont entendu, des enfants de Marseille justement l'ont entendu dans des H&M où ils faisaient les courses. Enfin, on a eu l'impression que quelque chose avait été dépassé, et c'est sans doute parce qu'on avait réussi à réactiver avec eux une espèce d'énergie enfantine, précieuse en fait, quand on crée, quand on essaie de faire des choses. Voilà. La loi du hasard. La plupart du temps, les concerts, c'est quand même d'excellents souvenirs. C'est comme ça d'ailleurs qu'on envisage les concerts. C'est juste des manufactures de souvenirs, des usines de souvenirs pour nous. Et il y en a un parmi eux qui est particulièrement marquant, qui est resté particulièrement gravé dans nos mémoires. C'était en fait la clôture du Midi Festival, c'était à la Villa Noailles. Comment ? À Hier. À Hier, la ville de Hier. Très poétique en elle-même d'ailleurs. Tout à fait. Ouais, et je me souviens que derrière la scène, on pouvait voir des montagnes qui se dessinaient, et tout le festival avait été annulé en fait, pour des raisons de pluie, et on était le dernier concert survivant un peu du festival, et voilà, tout se passait bien jusqu'à ce que je sente des gouttes de pluie tomber sur mes doigts, puis que je vois ces mêmes gouttes de pluie s'approcher un peu dangereusement des circuits électriques de mon synthétiseur à 1500 €. Et du coup, on s'est demandé s'il fallait pas arrêter. Il y avait des gens qui nous faisaient des grands signes de l'autre côté de la scène. Et puis sans nous concerter, on a décidé quand même de continuer à jouer parce qu'on trouvait ça trop triste de s'arrêter. Mais du coup, on s'est comme adapté en fait. On a parlé de la situation et on a continué à faire de la musique en décrivant ce qui était en train de se passer et en décrivant le fait que des gens allaient devoir installer des bâches au-dessus de nos instruments pendant qu'on continuait à jouer, à chanter. Moi je me souviens que je dansais et mes chaussures commençaient à glisser, des baskets de mauvaise qualité qui commençaient à glisser sur la scène. Et c'est vrai que c'était un moment un peu et puis la musique continuait aussi. Je crois que c'était c'est tout, on avait décidé de vraiment continuer jusqu'à être prêt à tenir le temps que la pluie se fasse. Et ouais, les gens criaient de plus en plus fort. Ouais. Et moi j'étais en dessous d'une bâche. Il y avait des techniciens qui m'avaient recouvert d'une bâche. Et donc je devais ressembler à une sorte de fantôme. C'est vrai qu'il y avait un truc un peu... Il y avait quelque chose de beau dans ce moment. Et en même temps désespéré. Enfin, il y avait un mélange de sublime et de grotesque. Et de grotesque, absolument. Et ce depuis, on aime beaucoup dans Catastrophe. Oui, c'est un peu ce qu'on préfère. C'est ce qu'on préfère. L'alliage du sublime et du grotesque. Et c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de ce concert. On nous parle beaucoup de ce moment et ça reste un très bon souvenir. Et en fait, voilà ce que je voulais dire tout simplement, c'est que ce qui est important dans les concerts, c'est de savoir bricoler, jongler un peu comme un acrobate avec les circonstances qui nous sont offertes et de jouer un peu avec les hasards qui sont un peu comme une sorte de jeu de cartes que la vie ou même que Dieu nous donne. Et donc il faut en faire quelque chose de ces cartes que le destin nous a distribuées. Et après, c'est pour ça ça veut pas dire qu'il faut pas... Enfin, on voit les choses comme un... Bien sûr, il faut baliser la voix et répéter le plus possible, mais... Il faut répéter, oui. Tu te moques de moi, mais je suis sincère. Mais on sait que ce qui compte à la fin, c'est que le hasard vienne tout bouleverser et il faut être capable de bricoler tout ce qu'on avait cru bâtir. Hashtag. Faire équipe. Il y a un point qu'on n'a pas vraiment traité et qui pourtant se retrouve dans tout ce qu'on a fait, je crois, c'est le fait de faire équipe. Je dis ça parce que un jour, Pablo, qui est à la basse dans Catastrophe et qui n'est pas là, avait répondu à une question sur quel était le morceau qui nous avait influencé pour le prochain album. Une question qu'un journaliste nous avait posée. Voilà, une question. Il fallait que chacun des membres réponde et donne un titre qui l'avait influencé pour Catastrophe. Et lui avait répondu le football. En toute simplicité. C'est Pablo. Parce que Pablo, voilà, il fait le pas de côté un peu nécessaire. Et il parlait justement d'une équipe qui a son propre style, mais où en fait l'esprit et le but principal fait que tous les égos s'effacent. Et c'est très important puisque quand on se réunit, on sait qu'on ne peut rien faire seul et que même, je pense, faire seul, ça ne nous intéresse pas vraiment. Et nous mettre tous ensemble,
et faire une sorte de somme mystérieuse de toutes ces individualités, toutes les missions qu'on a. C'est vraiment ce qui nous intéresse. Et en fait, quand quand Boma nous a proposé de faire une vidéo sur le fait de recommencer, on s'est dit assez vite que c'était le bricolage qui allait être le thème principal. On a tout de suite contacté des gens autour de nous, on a tout de suite appelé des amis. C'est la première chose qu'on a fait parce qu'on a le sentiment qu'on dira quelque chose de plus intéressant si on est divers, si on est plusieurs et si chacun a sa manière de le dire. Et en fait, on bricole mieux quand on est plusieurs, on va plus loin, quoi. On aime bien faire équipe. Impulsif, mais... Et en fait, on aime bien aussi associer plusieurs disciplines ensemble, et c'est pour ça qu'on a travaillé sur une comédie musicale, et que c'est notre prochain projet, d'ailleurs, qui va bientôt sortir. Et en fait, ce qu'on trouve génial dans la pop, et en particulier dans la comédie musicale, c'est le fait de faire dialoguer, par exemple, la danse, la lumière, le stylisme, les costumes. Et on a décidé du coup de donner la parole à une de nos partenaires sur le prochain projet, c'est Coralie Marabel, et elle a travaillé avec nous sur tout ce qui est costume. Et voilà. On va la laisser s'exprimer dans un instant. Bonjour, alors je suis Coralie Marabel, je suis la créatrice de la marque éponyme Coralie Marabel, qui est une marque de prêt-à-porter féminin que j'ai créée il y a 4 ans. Et je suis aussi la styliste de Catastrophe. J'ai imaginé leur nouveau costume de leur prochaine tournée. Alors moi, le bricolage, c'est un peu ma vie, hein. J'ai grandi dans une famille de bricoleurs, d'artisans, d'artistes, où tout le monde avait son atelier, où il fallait toujours construire les choses soi-même, toujours bricoler, toujours faire avec ses mains, savoir faire. Et avoir un atelier, c'était un peu le Graal. Et moi, très jeune, quand j'étais au lycée, moi j'étais passionnée de couture et très vite j'ai transformé une pièce en atelier de couture et c'est un peu un espace à soi, un espace de création. Ma mère avait son atelier de poterie, mon père avait son atelier de bricolage et moi j'avais mon atelier de couture, et c'est des lieux hyper riches et qui ont drivé toute mon enfance. Je pense que tout d'abord ceux qui m'ont inspirée, c'est ceux de ma famille. Il y a des petites anecdotes dans mon histoire qui m'ont pas mal marquée. Mon arrière-grand-père, que j'ai pas connu, avait un atelier qu'on a laissé dans l'état, dans ma maison de campagne, pendant des années. On n'avait pas touché à tous ces outils, et c'est vrai que pour moi c'était un peu un pèlerinage d'aller dans son atelier, de voir ses vieux outils, de l'imaginer en train de travailler dans son atelier. Donc c'était un paysan qui vivait dans la campagne au fin fond de la France, et il avait transformé des capsules de bière en rideaux anti-mouche. Donc il avait plié des capsules de bière sur des fils et il en avait fait plein, et ça faisait une espèce de rideau anti-mouche comme on voit souvent dans les maisons de campagne. Et j'avais été fascinée. Ça paraît un peu ringard comme ça, mais moi ça m'avait fascinée de me dire putain, mais avec des capsules de bière on peut faire un truc absolument magnifique. Et j'ai aussi eu ça avec ma grand-mère qui s'amusait à transformer les boîtes à camembert vides. Elle les recouvrait de tissus à fleurs, elle les matelassait, elle les brodait, et elle en faisait des petites boîtes à bijoux. Et ce que j'ai retenu de ça, je l'ai aussi retrouvé vachement dans l'art contemporain, c'est partir de quelque chose qui n'a pas de valeur, et le transformer, le customiser, le bricoler, et en faire quelque chose, faire de l'ordinaire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose qui m'a fascinée et que j'essaye aussi de faire moi dans ma démarche avec le vêtement, c'est de souvent partir de matériaux très simples ou de partir de vêtements déjà portés, de matières déjà utilisées pour recréer et amener de la valeur, embellir, amener de l'originalité, créer à partir de quelque chose qui a priori est ordinaire et n'a pas de valeur, et en rajouter via la création et via la transformation. Moi, je pars vraiment du principe que rien ne se perd, tout se transforme. J'ai été élevée dans cette idée de on jette rien, on garde tout et on peut donner une deuxième vie à tout. Et c'est vrai que quand on crée des vêtements, souvent on a des chutes de tissus. Et moi, j'ai toujours eu du mal j'arrive pas à jeter les tissus parce que je me dis, même avec un petit bout,
enfin un petit bout plus un petit bout plus un petit bout, si je les assemble entre eux, ça fait un nouveau tissu et je peux créer une robe. Et souvent, je suis partie de la matière, de rebut, à partir de petits bouts de tissu qui étaient censés être déchus, qui allaient à la poubelle. Ben, j'en ai fait une robe haute couture complètement brodée à la main, avec plein de morceaux de tissu assemblés entre eux. Et en fait, c'est le process bricolage. C'est que bah, en fait, j'ai des petits bouts de tissu, qu'est-ce que je vais en faire? Bah, si on les assemblait ensemble, qu'est-ce que ça donne? Et puis si on faisait une fronce par-dessus, qu'est-ce que ça fait? Moi, quand j'ai ouvert ma boutique à Paris, j'ai tout de suite transformé mes vitrines en paniers à linge géants pour collecter les vêtements des gens, dans le but de les faire réfléchir sur leur manière de consommer les vêtements, et aussi pour moi m'imposer le challenge créatif de créer des vêtements à partir de vêtements que j'aurais collectés, des vêtements de seconde main que j'aurais collectés dans ma boutique. Et là, je me suis retrouvée notamment avec un énorme sac de chemises, des chemises d'hommes, et je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, et donc j'ai commencé à les découper pour transformer ces chemises en matière de base, en tissu, et je les ai assemblées entre elles pour recréer en fait une matière à partir de ces chemises de seconde main. Et du coup j'ai fait un patchwork de chemises, et à partir de là je me suis dit mais en fait ça pourrait être très cool de faire une chemise géante pour un peu mettre en valeur qu'est-ce qu'une chemise, parce que je répète souvent bah, j'ai envie de remettre un peu de valeur dans le vêtement, parce que de nos jours on a un peu oublié le travail que ça représente de créer un vêtement, de fabriquer une chemise par exemple. Et donc j'ai fait une chemise géante à partir de chemises que j'avais découpées de seconde main, que j'avais récupérées. Et bah, en fait tout le processus de la création de cette chemise c'était du bricolage, parce que j'avais une idée en tête, mais je teste, je change de technique, je change de chemise, telle couleur ça va pas avec telle couleur, et au fur et à mesure bah, on bricole, on teste, on réajuste, et au fur et à mesure, on arrive à un résultat, à une chemise géante par exemple. Et moi, ce que j'aime bien dans ces processus créatifs et dans cette approche du bricolage, c'est on teste, ça marche pas, on ajuste, et c'est un work in progress perpétuel. Le seuil de la perfection. Dans notre équipe, dans l'équipe de Catastrophe, il y a quelqu'un qui est assez important pour nous, qui s'appelle Bertrand Burgala, qui est notre producteur, qui est aussi un musicien et qui est un ami. Et qui nous a... On le connaît depuis peut-être 7 ou 8 ans, et depuis 7 ou 8 ans, il nous fait comprendre que tout est possible pour peu qu'on ait du désir pour faire les choses. C'est vraiment quelqu'un qui nous a donné le goût du bricolage, et qui nous a fait comprendre qu'avec le bricolage on pouvait atteindre en fait des choses beaucoup plus hautes peut-être que ce qu'on imagine de premier abord. Et donc voilà, on a parlé de bricolage avec lui, et voilà. C'est parti. Alors bon, ben, c'est un peu impensif quand on dit ouais, les périodes difficiles c'est des périodes qu'on peut aimer affronter, mais c'est le cas. D'abord, on les choisit, on choisit pas d'avoir des moments d'adversité. Donc on n'a pas trop de choix. Donc, face à ça, c'est vrai que moi j'ai un tempérament où j'ai plutôt tendance à m'inquiéter quand les choses vont bien, et à être plus calme en période un peu agitée, c'est vrai. Mais je pense qu'on est nombreux comme ça. On est aussi à un moment où les personnes qui peuvent s'inquiéter le plus sont à la fois des personnes très démunies, qui sont vraiment qui étaient déjà dans des grandes difficultés avant et que ça risque d'amplifier, ou des personnes très riches qui doivent se faire beaucoup de soucis aussi. Mais quand on est entre les deux, je sais pas si c'est... Enfin voilà, de toute façon, on ne peut pas se réjouir de la situation, mais de toute façon, c'est un moment où on a l'impression d'avoir aucune prise de toute façon sur les choses. Enfin, à la fois, je pense qu'il faut être le plus exigeant possible, mais il ne faut pas que le perfectionnisme, il faut aller le plus loin possible dans ce qu'on veut exprimer. Il y a une forme de perfectionnisme qui peut être stérile et qui pousse à l'inaction en fait. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui pourraient écrire des très bons livres, mais ils aiment tellement la grande littérature, ils disent « Ah, je ne serai jamais Flaubert ». Et du coup, ils font rien. Ou ils critiquent les bouquins des autres, etc. Mais parce que l'action, elle est toujours imparfaite dans tout. Et encore, en musique, c'est moins grave.
en politique, tu te rends compte, personne peut, enfin, il faut être dingue pour citer, on ne peut pas citer un âge d'or ou un politique qui a été parfait. Mais voilà, toute action, elle est quand même imparfaite. Et je trouve qu'il faut arriver en studio à être le plus libre possible, sans tomber dans l'autocomplaisance. Et c'est là où il y a un jeu, je trouve, un peu subtil. Et c'est vrai que le danger, je l'ai souvent vu en studio apparaître quand le disque est prêt d'être terminé. Et ça, c'est une phase très critique où tout le monde a peur. On a peur d'échouer, on a peur d'être mal jugé, de ne pas être compris. Et je pense qu'il y a une pulsion inconsciente vers la destruction à ce moment-là. Et d'être très... souvent, les gens se prennent la tête pour des histoires de pochettes, pour des trucs complètement annexes, mais parce que on aimerait inconsciemment que ça ne sorte pas, que ça soit le grand disque maudit, mythique, que Gonzaï va redécouvrir 20 ans après. Tu vois, en studio, il n'y a pas de... Je sais pas, tu pensais utiliser un piano électrique, et puis il n'y en a pas, et ben, mais il y a un piano, ben, tu vas utiliser le piano, tu vas le faire sonner différemment, ça va te pousser à faire autre chose. Et moi, ça m'est quasiment jamais arrivé en studio, à part au tout début quand j'étais inexpérimenté, de louer du matériel. Tu vois, de dire, ah, je voudrais tel processeur, tel effet, parce que je trouve que c'est totalement psychosomatique, c'est des choses très souvent c'est des snobismes, on demande tel ampli parce qu'on a dit qu'il fallait prendre tel ampli, il faut se trouver un cadre agréable. Et par exemple, moi ça me choque souvent dans la musique de film, où très souvent en France il n'y a pas de budget, ce qui est très énervant, mais sur un plan créatif c'est pas un problème. Et souvent les gens disent, ah bon, on n'avait pas de budget alors on a pris des musiques préexistantes qui finalement leur coûtent une blinde. C'est une connerie parce qu'on peut faire une musique de film avec un micro. Il suffit d'avoir un micro, même sans instrument de musique, on peut faire une musique de film. Bon, je sais pas, on va prendre un élastique et une boîte de yaourt, on fera des sons. Enfin, je trouve que c'est vachement important. Et c'est marrant, il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec Bertrand Tavernier qui me disait que les compositeurs des années 40-50 en France, c'était des compositeurs souvent qui demandaient, je crois que c'était comme Maurice Jobert, il demandait qu'on lui enlève 25 musiciens directs parce qu'il travaillait avec des très petits effectifs comparé à Hollywood où il y avait qui faisait des musiques somptueuses mais avec des effectifs gigantesques. Et des compositeurs, même comme Philippe Sard, ils ont très souvent utilisé des instrumentistes solos, même quand ils n'avaient pas des budgets énormes, parce que d'avoir un très bon soliste, ça leur sauvait leur partition. Et je trouve que, voilà, on peut, de la musique, on peut faire quelque chose d'incroyable avec un seul instrument, ou avec deux, avec trois. Il n'y a pas de... Et encore une fois, je vais sortir un poncif, mais voilà, ces limitations, ces contraintes, c'est vrai que sur un plan créatif, ben, elles sont plutôt... c'est plutôt stimulant en fait. C'est stimulant de se dire comment je vais me débrouiller. Alors parfois on peut se battre aussi à armes inégales. Hein. On fait des disques parfois avec, je sais pas, avec moins de moyens que les autres, mais ou d'autres productions. Mais à la fin, je trouve que moi, en tout cas, voilà, quand je réécoute mes disques, je peux avoir des regrets, mais pas de cet endroit-là. Je me dis pas, putain, c'est con, si j'avais eu un compresseur à lampe, qu'est-ce que ça aurait sonné là. C'est marrant, j'ai fermé mes petits... Vous verrez sur l'image, j'ai fermé mes petits points un peu comme Macron. C'est marrant, tu sais, quand il fait Alexandre. Bon, mais parenthèse. Mais on peut plus fermer les points, on a l'air d'un con. Les premiers qui me viendraient à l'esprit, c'était quand même des gens qui ont été très autarciques en studio, comme François Droubet. Parce que François Droubet, il travaillait dans les années 70, comme tout le monde après travaillait à partir des années 90. Il avait un 8 pistes chez lui, il jouait plein d'instruments, il allait aussi en studio pour d'autres choses. Mais disons qu'il y avait quelque chose de très autarcique, et ça, j'admire ça. Après, je trouve que moi j'admire, parce que c'est très différent de moi, des musiciens
qui ont réussi à avoir quelque chose de très concis, de très retenu. Alors moi, je fais l'inverse, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a appris la mort de Florian Schneider à Sleben de Kraftwerk, mais Kraftwerk, c'était aussi ça, c'est-à-dire que c'était, on oublie que dans les années 70, la plupart des instruments qu'ils utilisaient, ils avaient en fait un bricoleur qui travaillait pour eux, qui est un type qui était un ouvrier agricole à côté du Düsseldorf, qui genre il bricolait des tracteurs, je crois. Et en fait, le type était hyper doué, et c'est eux qui lui disaient, si tiens, tu pourrais pas nous faire des espèces de plaques de four, on pourra taper, au lieu de taper sur une caisse claire, on mettra un oscillateur derrière. Enfin, ils avaient créé leurs propres instruments. Je les ai vus pour la première fois sur scène, j'avais 12 ans, c'était en février 76, et les deux seuls instruments qu'on pouvait reconnaître sur scène, il y avait un Minimoog et un RP Odyssey. Tout le reste, c'était des choses qu'ils avaient fabriquées par eux-mêmes. Et ce qui m'a peut-être ouvert vachement là-dessus, c'est quand je suis allé dans les années 80 à Ljubljana en Slovénie, donc en Yougoslavie, parce que je travaillais avec Aibar, qui eux étaient beaucoup plus conceptuels que moi. Ils avaient une vision de la musique qui était assez intellectuelle. Ils utilisaient la musique comme un média, mais ils travaillaient avec des gens qui étaient brillants et qui avaient une violence par rapport au matériel que j'avais pas. C'est-à-dire que moi, j'avais une connaissance justement complètement livresque. J'avais bricolé dans la cave d'un copain qui avait un 8-pistes, j'avais appris comme ça, mais je lisais les revues techniques, on disait, non, mais si vous n'avez pas tel matériel professionnel, si vous ne faites pas ci et ça, vous ne pouvez pas faire un enregistrement professionnel. J'avais tous ces interdits, et eux, ils prenaient n'importe quel appareil, et puis ils essayaient, ils le tripotaient, et moi, ça m'a vachement... je me souviens en particulier d'un membre du groupe, Dean Dines, qui était vraiment un type qui est toujours très très brillant. Et je me souviens d'une nuit en studio, parce qu'on était en train de bosser sur des reprises de Sympathy for the Devil, et lui il dit, je veux faire ma version. Et je lui dis, quand même, Dean, il est incroyable, il a plein d'idées, mais il n'est pas musicien. Et il arrive en studio le soir avec une pile de vinyle, des disques de films d'horreur, des trucs de Yuri Gagarin, des trucs, des disques de bruitage. On avait un sampler, un D-Max. J'étais très très méfiant comme un musicien un peu coincé, quoi. Et au petit matin, ce qu'il avait fait, c'était la version la plus géniale, la plus incroyable. Oui, ce que dit Bertrand sur le fait de pas faire attention à être trop parfait, trop perfectionniste, ça me fait penser à un concept important en magie, en prestidigitation, qui est le concept du tour trop parfait, justement. Et qui dit qu'en fait, quand un tour est trop parfait et qu'on masque trop l'exécution, ça devient suspect et que les gens en fait vont se concentrer sur l'exécution. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Si je vous montre ce sac qui est vide et que j'en fais sortir quelque chose, l'effet va paraître secondaire, alors que si je vous le montre vide, que je le referme, que je lui fais faire un demi-tour, et que là par exemple je peux en sortir je sais pas, mettons un lapin ou une colombe. Ah ouais, ok. Oh, un gentil petit serpent. Et bah là les gens retiendront l'effet et pas l'exécution du tour. Ça ressemble plus à de la magie. Oh là là, hop. Vas-y. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Soyez douce, soyez douce. Tu peux le mettre là? Ouais. Ça va? Ouais, vas-y. C'est bon? Vas-y, continue. Continuez à parler. Non mais voilà... voilà quoi. On continue le live avec un serpent en direct pour le post. Ouais, vas-y, continue. Oui. T'aimes bien Michel ce serpent? Ça, c'était pas prévu par contre. Bah voilà, pour finir, simplement dire que souvent, à l'approche des échéances, on a une petite voix qui nous murmure que peut-être ça n'en vaut pas la peine, qu'il y aura toujours un meilleur moment, plus propice pour faire mieux les choses, dans des meilleures conditions, peut-être avec plus de budget, comme il faut, dans les règles de l'art. Et
dans ce futur flou qui est un peu le refuge des velléitaires, où l'on possède un temps illimité et des ressources infinies, un peu comme ce personnage de Synecdoche New York, qui est un metteur en scène de théâtre, lauréat d'une bourse de création illimitée, et qui finit par recréer le monde entier à l'identique, qui répète toujours pour une première qui n'arrivera jamais. Mais la vérité, c'est que le moment idéal, il n'existe pas, et il n'arrive jamais. Et trop souvent, les projets disparaissent comme ça avant même d'avoir vu le jour. Et mort-nés, ils finissent dans la grande chasse d'eau du néant. On ne compte plus le nombre de projets avortés, faute de moyens ou de circonstances favorables. Les chefs-d'œuvre qui n'existent que dans la tête des perfectionnistes. Et quant à nous, on s'est toujours battu pour faire taire cette petite voix à l'intérieur, celle qui voudrait tuer les idées avant même qu'elles n'aient vu le jour. Et on s'est toujours battu pour faire exister les choses, même mal. Et on a compris, je crois maintenant, que toute notre vie, ça ne consisterait qu'en un grand rafistolage permanent, une suite d'étapes de travail, des brouillons successifs pour faire du mieux qu'on peut avec tout notre cœur. Un bricolage, oui, mais un bricolage le plus ambitieux qui soit avant la grande deadline, celle de la mort, que nous oublions si souvent. Donc rater encore, rater mieux, et que ce grand bricolage devienne à la fin quelque chose dont on puisse peut-être être fier. Un témoignage aussi de nos limites et des efforts qu'on fait pour les repousser le plus loin possible. Voilà. Voilà. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bon bricolage.